Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f qui vaut ln de x sur x et on va devoir l'étudier. Alors il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça. Étudier une fonction, ça veut dire faire son tableau de variation, regarder ses limites, etc. L'exo qu'on va faire, il ne va pas s'en arrêter là, il y aura des questions après. C'est vraiment un exo ultra complet, donc si vous êtes en terminale, il faut vraiment maîtriser cet exo à 100%. On va avoir énormément des points qu'il faut maîtriser pour le bac. Donc prenez bien le temps, faites attention et essayez de tout comprendre. Pour étudier une fonction, on a tendance à toujours se lancer directement dans le calcul de la dérivée, mais là on va faire quelque chose d'autre avant parce que habituellement on nous dit que la fonction elle est définie à tel endroit, mais ici on nous dit rien du tout. Donc c'est à nous de déterminer l'ensemble de définitions, c'est-à-dire là où la fonction existe, parce que là où elle n'existe pas, on ne va pas l'étudier, logique. Alors, notre fonction f c'est une division. Quand on a une division, on doit d'abord éviter que le dénominateur soit égal à 0. Donc on a une valeur interdite qui va être lorsque x, le dénominateur, vaut 0. Donc ça, il faudra qu'on l'exclue. Et puis on sait que la fonction ln de x, le domaine de définition de ln de x, on sait que ln il est défini sur r plus étoile. Le plus veut dire les réels positifs et le étoile veut dire qu'on ne prend pas le 0. Autrement dit, c'est de 0 exclu jusqu'à l'infini. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du ln doit être entre 0 et l'infini. Bon, ici on n'a que du x, donc ça veut dire que notre x ici doit être strictement plus grand que 0. Mais si par exemple on avait eu 2x plus 3, on aurait dû résoudre 2x plus 3 plus grand que 0. Toujours le truc à l'intérieur du ln doit être strictement positif. Maintenant, notre fonction est définie là où toutes les conditions sont réunies en même temps. Lorsque x vaut 0, on doit l'exclure, et on doit prendre x strictement plus grand que 0. Si on prend x strictement plus grand que 0, on exclut automatiquement x égale 0. Ce qui veut dire que le domaine de définition, on peut mettre ici défini sur r plus étoile. Et puis comme on va calculer la dérivée, on pourrait peut-être regarder même là en plus où c'est dérivable, c'est-à-dire le domaine de dérivation. Alors, le numérateur ln de x, on sait qu'elle est dérivable, du moins on est censé savoir qu'elle est dérivable sur 0 plus infini, le même que son ensemble de définition. Donc là ça ne change pas. X, on peut la dériver n'importe où, il n'y a pas d'importance. X c'est un polynôme a priori, donc on peut le dériver n'importe où. Par contre, on a toujours un dénominateur. Et on sait que quand on dérive un dénominateur, on a toujours la même condition à respecter. Il faut que le dénominateur soit non nul. Bon, le dénominateur non nul, on a déjà exclu le cas où il valait 0 en excluant ici. Donc finalement, pour le ln, il n'y a pas de nouvelle condition. Pour le x égale 0, c'est toujours la même condition. Donc le domaine de dérivation, c'est 0 exclu plus l'infini aussi. C'est important de le savoir parce qu'en fait, c'est la première ligne de notre tableau de variation au final, le domaine de définition et le domaine de dérivation, donc autant réussir à les calculer correctement. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la dérivée. Enfin. Alors, ici on a un u sur v, une division. On sait qu'un u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Le u, c'est le numérateur, donc ln de x. La dérivée de ln, on est censé savoir que c'est 1 sur x. Fois v, le dénominateur qui vaut x, moins u, donc le numérateur qui vaut ln de x, fois v', le dénominateur qui vaut x, la dérivée de x, c'est 1. Le tout divisé par v au carré, donc x au carré. On sait que derrière, quand on a notre dérivée, on veut étudier son signe. Donc au dénominateur, on est très content d'avoir un carré, c'est déjà ultra simple. Par contre, on va essayer de simplifier un peu le numérateur. 1 sur x fois x, c'est comme si on avait x sur x, autrement dit 1. Et puis à côté, ln fois 1, ça fait juste ln. Donc on a 1 moins ln divisé par x au carré. On a notre f'. Une fois qu'on a le f', ce qu'on va faire, c'est étudier son signe. Alors pour étudier le signe d'une division, on va faire le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors pour 1 moins ln, ça demande un tout petit peu de travail. Pour x au carré, on l'a dit tout à l'heure, un carré est toujours positif, donc c'est évident qu'en bas, ce sera toujours positif. Il n'y a même pas de problème. Lorsque le signe n'est pas évident, ce qu'on peut faire, c'est de se demander à quand il est positif. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait là où c'est positif, on déduit que partout ailleurs, c'est négatif. Alors, on va mettre le ln tout seul d'un côté. Tant qu'à faire, on va le mettre directement à droite. De sorte à faire disparaître le moins, qui évitera des divisions par des négatifs, qui nous permettent d'éviter d'oublier de changer le sens de l'inégalité. Quand on divise ou qu'on multiplie par un négatif, il faut y penser, et très souvent les élèves, vous oubliez de faire ça. Donc on va mettre le moins ln de l'autre côté, qui évitera les problèmes. Et puis pour enlever le ln, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'exponentielle. Globalement, vraiment, réellement, l'opération qu'on fait, c'est qu'on compose par exponentielle, de sorte à virer le ln. On rajoute la fonction exponentielle et on dit qu'on compose par exponentielle. Donc on va avoir exponentielle à gauche. À droite, on aura juste x, puisque l'exponentielle et le ln, ils s'annulent entre eux. Et l'inégalité, est-ce qu'on conserve l'inégalité ou pas? C'est la question. En fait, l'exponentielle, si vous l'avez en tête, c'est une fonction qui est strictement croissante. Quand on applique une fonction qui est strictement croissante, on conserve l'inégalité.
On conserve l'ordre, on dit. Autrement dit, on vient de trouver que c'était positif lorsque x est plus petit qu'exponentielle 1. On en déduit que c'est négatif si x est plus grand qu'exponentielle 1. Et on a trouvé son signe. Pour le dénominateur, on va l'écrire quand même parce qu'il faut le mettre sur une copie. Mais il n'y a pas beaucoup de changements. Ça, c'est positif partout. Donc, sur l'ensemble de définition, on va l'appeler df. Car c'est un carré, c'est évident. On a le signe de tous les morceaux, donc maintenant, on va construire notre tableau. Et on va mettre tous les signes dans le tableau. Alors, sur la première ligne de notre tableau, on a dit on va mettre l'ensemble de définitions et de dérivations. Globalement, c'est toujours les mêmes. Il y a juste un crochet qui peut être ouvert ou fermé, la seule différence qu'il peut y avoir. Mais ici, on a dit que c'était exactement les mêmes. Ils vont de 0 à l'infini. On fait attention, le 0, il n'est pas pris. Donc on met une double barre, c'est une valeur interdite. Ensuite, on met les valeurs particulières qu'on a trouvées de changement de signe. Il n'y en a qu'une seule. Il se passe un truc pour exponentielle 1. Donc on va le mettre ici. Et puis on va mettre nos deux signes. Donc on a fait 1 moins ln tout d'abord. Ensuite, on a fait x au carré. Quand on va diviser l'un par l'autre, on va retrouver notre f'. Et on pourra en déduire les variations de f. Alors 1 moins ln, on a dit c'est positif lorsque x est plus petit qu'exponentielle. Donc on a plus moins. Le x au carré, on a dit c'est plus partout. Le f', c'était la division de l'un par l'autre. Il est ici. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et le f, on sait que quand la dérivée est positive, ça monte. Quand la dérivée est négative, ça descend. Donc on a toutes nos valeurs. Par contre, quand on fait un tableau de variation, maintenant on n'est plus en première, donc on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on met les valeurs au bout de chacune des flèches, c'est-à-dire qu'on va faire les limites en fait. La plus simple, bon, c'est de regarder en E, parce qu'ici c'est pas une limite, c'est juste une image. On va regarder que vaut f lorsque x vaut e. Ça fait donc ln d'exponentielle, ici c'est comme si on avait exponentielle 1. ln exponentielle 1, bah, ça fait juste 1, le ln et l'exponentielle disparaissent, donc en haut on aura 1, et en bas on aura e. Donc ici on aura 1 sur e. Maintenant pour les limites, alors en 0, on va la calculer, on va la faire ici. La limite de f en 0. On sait que le ln de x, quand on tend vers 0, lui, il tend vers moins l'infini. Le x, il va tendre vers 0, mais par valeur positive. C'est un 0 plus. Parce que, au niveau de 0, x, il vaut 0. Mais quand on a un 0, on cherche toujours à savoir est-ce qu'il est positif ou négatif. Et comme on travaille sur 0 exclu, c'est-à-dire qu'on est un peu après 0, et bien 0 est forcément positif, celui qu'on veut prendre. Donc ici, notre x, il va tendre vers 0+. Ce qui veut dire qu'en divisant moins l'infini par 0+, ça peut vous sembler très très bizarre, mais en fait c'est super simple. Parce que 0, c'est comme des poussières. Dans moins l'infini, combien de fois je peux mettre de poussières? On va faire autrement. On a un moins sur un plus, donc forcément le résultat c'est négatif. On va avoir infini sur 0. Dans infini, combien de fois je peux mettre des poussières? Eh bien, encore plus de fois, une infinité de fois. Globalement, dès qu'on divise par 0, ça monte toujours à l'infini. Sauf quand c'est 0 sur 0. Ça, c'est problématique. Mais lorsqu'on a un nombre, peu importe, que ce soit un nombre ou de l'infini, quand on divise par 0, ça monte toujours à l'infini. Donc là, on va avoir moins l'infini, qui est cohérent, parce que la flèche a l'air de venir tout en bas, donc c'est logique. Et en plus infini, alors, ça va être un peu différent, parce que le ln, il va à l'infini, ça on est censé savoir. Le x, il va à l'infini. Et infini sur infini, forme indéterminée. On a un problème. Par contre, ça c'est une limite qui est à connaître, c'est ce qu'on appelle le théorème de croissance comparée. Croissance parce qu'on s'intéresse à la croissance des fonctions. En gros, il y a 3 croissances à connaître. Il y a la croissance exponentielle qui monte très vite. Il y a la croissance de polynôme qui monte aussi mais un peu moins vite. Puis il y a la croissance de ln et qui monte encore moins vite. Donc en fait, quand on compare les croissances, c'est toujours l'exponentielle qui va gagner par rapport aux puissances, qui elles-mêmes vont gagner par rapport au logarithme. Ici, on a x exposant 1 au dénominateur, ce qui veut dire que le infini d'en bas va gagner par rapport au infini d'en haut. Autrement dit, le infini d'en bas est beaucoup plus grand que l'infini d'en haut. C'est comme si vous aviez une quantité que vous divisez par un truc beaucoup plus grand. Et bien en fait, ça va à 0. Vous avez 10 euros, vous le divisez par 10 000, ça fait 0. Donc ici, on va redescendre jusqu'à 0. Et là, on a un tableau de variation qui est très complet. On pourrait aller un tout petit peu plus loin, on ne le fera pas ici, mais c'est juste étudier la convexité de la fonction, parce qu'on sait comment elle monte et où elle descend, on sait où elle arrive, où elle va, mais on ne sait pas sa forme. Par exemple, pour monter ici, elle peut très bien monter comme ça, ou monter comme ça. Ça, c'est la convexité, savoir si elle fait un N ou un U, mais c'est pas forcément le but principal de l'exo ici. Si on veut la convexité, vraiment, ce sera une question qui sera demandée. Le tableau de variation, il est très bien comme ça. Dans la deuxième question, on nous demande d'en déduire les couples d'entiers, donc AB, tels que A exposant B est égal à B exposant A. En déduire, ça veut dire réutiliser le résultat d'avant. Donc on va voir ce qu'on peut en faire. Dans le résultat d'avant, on avait une fonction f qui avait du logarithme. Et puis de toute façon, quand on résout quelque chose avec des puissances qu'on connaît pas, on a très envie de mettre du logarithme pour faire descendre la puissance. Donc là, on va mettre du logarithme. On va le mettre des deux côtés, donc ça fait ln de A exposant B égale égale ln de B exposant A. On sait que dans un logarithme, quand on a une puissance, la puissance elle peut passer devant le logarithme. Donc ça fait b ln de a égale a
ln de b. Et puis quand on regarde la fonction qu'on avait au-dessus, ln d'un truc divisé par le même truc. Ici, notre ln de a, on pourrait très bien diviser par le a qui est à côté, comme ça on l'enlève d'à côté et puis il passe sous le ln. On refait apparaître la fonction f. Et de même pour le b, si on divise par b, il réapparaît de l'autre côté en division. Et donc on a ln de b sur b qui ressemble beaucoup à f de x là-haut. Donc là, ce qu'on peut faire pour utiliser la fonction f, comme on nous le demande en fait, c'est diviser par a à gauche et diviser par b à droite. Et en fait, ln de a sur a, c'est quoi? C'est juste f de a. Ln de b sur b, c'est quoi? C'est juste f de b. Donc en fait, le problème revient juste à savoir combien est-ce qu'il y a d'endroits pour lesquels f de a vaut f de b. Alors maintenant, comment trouver leur valeur? Ça va être le but de déterminer leur valeur. Déjà, on sait que là, on redescend qu'à 0. Donc forcément, de l'autre côté, la partie qui va de moins l'infini jusqu'à 0, elle nous intéresse pas des masses en fait, parce que la solution qu'on cherche, elle est forcément au-dessus de 0. Comme de l'autre côté, on doit être égal, repasser par la même valeur. Comme on descend pas sous 0, on ne peut pas regarder avant 0 à gauche, ça c'est débile, ça sert à rien. On pourrait se demander, le 0, il commence à quelle valeur ici? Alors notre fonction, à quand elle vaut 0? Bon, une division vaut 0 lorsque le numérateur vaut 0 uniquement. À quand ln de x vaut 0? Ça on est censé le savoir, c'est la seule valeur à connaître. Ln de 1 égale 0. Donc là on va avoir 1. On sait donc qu'on a petit a en admettant que a est plus petit que b. On s'en fiche, on sait qu'il n'y a qu'un seul couple solution. Alors le a c'est le plus petit, le b c'est le plus grand, ou l'inverse, on s'en fout vraiment complètement. Mais en admettant que a est plus petit que b, ça veut dire qu'on va avoir que a appartient à l'intervalle 1 exponentiel et b appartient à l'intervalle exponentiel plus infini. Voilà ce qu'on vient de trouver pour le moment. Si on reprend ce qu'on vient de dire, qu'on décidait que a était plus petit que b, donc globalement on va avoir a qui est plus grand que 1, mais qui est plus petit qu'exponentiel, et puis le b qui est plus grand qu'exponentiel. On a un truc comme ça, et puis après ça va à l'infini, donc on va pas mettre inférieur à moins 1, a plus l'infini, ça sert à rien. On a tout ça. Mais on a un truc intéressant, exponentiel, ça fait à peu près 2,7. Ce qui veut dire que a, c'est un entier qui est compris entre 1 et 2,7. Des entiers entre 1 et 2,7, il n'y en a pas beaucoup, il y a uniquement 2. Donc en fait, a, obligatoirement, il est égal à 2. Il est égal à 2 parce que on peut pas prendre a égale à b, on peut pas prendre a et b au même endroit, sinon c'est un peu débile. Si on prend a et b qui valent l'exponentielle ici, si on les prend tous les deux au même endroit, ça sert à rien. Donc on veut deux valeurs distinctes, ce qui veut dire que a peut pas valoir exponentielle, parce que s'il vaut exponentielle, b doit forcément valoir exponentielle, puisqu'il n'y a que cette valeur-là, que cet endroit-là où on obtiendra le même résultat. Donc on prend a plus petit qu'exponentielle, et puis a ne peut pas valoir 1 non plus, tout simplement parce que si on se place en 1, notre fonction vaut 0. Mais là-bas, c'est une limite le 0, c'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre 0, on va atteindre 0 plus. On va longer 0, être très proche de 0, mais on ne va jamais atteindre exactement 0. Donc ici, on ne peut pas être égal à 1 non plus. Ce qui veut dire que notre a, obligatoirement, il vaut 2, il ne peut pas valoir 1, il est plus petit que 2,7, entre 1 exclu et 2,7, il n'y a que 2. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver b, tel que f de a égale f de b. Mais a vaut 2, donc f de 2 égale f de b. Donc on va vouloir résoudre ln de b sur b, f de b, égale à ln de 2, divisé par 2, en sachant que les b valent pas 2. Ça pourrait être très tentant de dire b égale 2, mais non. B, il a un autre endroit que a. On a dit, s'ils sont tous les deux au même endroit, a égale b, ça n'a plus d'intérêt l'exercice. Donc ici, il faut qu'on résolve ça. Bon, ça, il n'y a pas de résolution particulière par le calcul à faire. Avec la calculatrice, vous pouvez le faire, tester différentes valeurs de b, et on va se rendre compte que le ln de 2 sur 2, j'ai plus son résultat en tête, mais ce que vous allez trouver ici, c'est que b doit être égal à 4. Et donc on a trouvé notre couple solution a égale 2, b égale 4. C'est le seul couple solution d'entier tel que f de a égale f de b. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et pour terminer, on va se demander, entre exponentielle pi et pi exponentielle, qui est le plus grand? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire, a puissance b, b puissance a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre fonction f, parce que quand une question arrive en troisième question,
probablement qu'il faut réutiliser ce qu'on a fait avant. Donc ici, ce qu'on va mettre du logarithme des deux côtés. Donc, bon, on va tout écrire. Ça fait ln de exponentielle pi. De l'autre côté, on aura ln de pi exponentielle. Les puissances, elles passent devant, donc ça fait pi ln de e. De l'autre côté, ça fait e ln de pi. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par exponentielle à gauche et diviser par pi à droite. Donc, globalement, il se passe ça. Ce qui fait qu'on obtient, nous, on veut comparer f de exponentielle avec f de pi. Voilà ce qu'on veut faire. Alors pi c'est 3,14, il est à peu près par là. Exponentielle, il est déjà écrit ici. On se rend compte que notre fonction est décroissante. On a exponentielle qui est plus petit que pi, mais comme f est décroissante, et ben en fait f de e va être plus grand que f de pi. Pour les mêmes raisons que je vous disais tout à l'heure, on a appliqué la fonction f. Quand on applique une fonction décroissante, l'inégalité change de sens. Et donc notre f de e est plus grand que f de pi. Alors si c'est pas clair pour vous au niveau du résultat, on va le reconstruire dans l'autre sens. F de e, c'est ln de e sur e. Plus grand que ln de pi sur pi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remultiplier par pi et remultiplier par e. Pi est positif, e est positif, on multiplie par des positifs, donc ça inverse absolument rien. Donc là, on aura pi ln de e. De l'autre côté, on aura e ln de pi. Et puis un nombre qui multiplie un ln, c'est comme si on le mettait en puissance à l'intérieur du ln. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en puissance. On aura donc, à gauche, on va avoir ln de e exposant pi, et à droite, on va avoir ln de pi exposant e. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire pour virer les ln, c'est mettre de l'exponentielle. L'exponentielle, c'est une fonction qui est croissante, on applique l'exponentielle, il ne se passe absolument rien sur l'inégalité. Par contre, les ln vont disparaître. Et donc exponentielle pi est plus grand que pi exponentielle. Terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est un exo ultra complet, donc n'hésitez pas à le reprendre si besoin. Vraiment, on voit énormément de choses qu'il faut maîtriser pour le bac. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez au moins un gros pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir, ça soutient la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.